Une autre façon de parler des souvenirs philatéliques chérifiens, c'est en effet quand c'est trop beau, c'est pas bon, ou quand il n'y a rien de spécial, c'est pas bon non plus. Alors, je vais d'abord refaire un petit résumé rapide d'une pièce facile, où on a clairement vu que c'était bien la poche chérifienne. Comme on a dit avec le tome 2, il faut identifier l'expéditeur. Avec ça, on a un certain nombre d'informations qui nous permettent de savoir quel affranchissement il faut et quel type de cachet on va rencontrer. Donc, on avait comme expéditeurs les civils étrangers, les militaires des troupes d'occupation du Maroc occidental, qui ont une franchise, pas une franchise chérifienne, mais une franchise française. Il y a les services, les courriers entre les services des TMO, qui, eux, ont une franchise chérifienne, et le courrier des Marocains, qui, eux, en général, auront des cachets en arabe, des cachets unilingues en arabe. On peut aussi s'intéresser à la destination des documents. En intérieur, on n'aura que des timbres chérifiens et pas de timbres étrangers. Pour la France et les colonies, on aura des affranchissements mixtes. Et pour le service international, on aura également des affranchissements mixtes, mais avec un tarif différent de celui de la France. On peut aussi s'intéresser fortement aux tarifs, surtout aux tarifs des cartes postales. Les cartes postales en courrier intérieur chérifien sont à 10 mouzounas, mais pour les cartes postales avec 5 mots de texte, plus la date, la signature et l'adresse d'expéditeur, ils ont droit au tarif imprimé à 5 mouzounas. C'est important de se souvenir de ça, que c'est maximum 5 mots. Ça permet facilement d'éliminer un tas de souvenirs qui ont un texte complet, qui n'est vraiment pas caractéristique de ce tarif-là. Et il y a un grand critère qui permet d'identifier facilement du courrier chérifien authentique, qui a bien voyagé par la poche chérifienne, c'est le fameux cachet de Tanger, donc le cachet chérifien de Tanger, bilingue, que l'on retrouve en transit, devant ou derrière. Pour les cartes postales, c'est devant ou derrière. Pour les lettres, c'est en général au verso, qui permet d'avoir une certitude qu'il y a eu un transfert, un trajet par la poste chérifienne. C'est un cachet qui est apposé donc au port de sortie du courrier s'il est en dehors du Maroc. C'est un cachet qui est appliqué à 95% sur le courrier qui sort du Maroc. Ce n'est pas le cas à Casablanca, qui est une autre solution de sortie du courrier, surtout pour le courrier qui est au sud de Casablanca. Mais là, une fois sur deux, il n'y a pas de cachet de transit chérifien. Il y a un cachet donc de Casablanca français si on prend la poste française, mais un cachet chérifien, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc voilà par exemple une carte postale que j'ai achetée pendant ma collection, et j'ai directement constaté qu'il y avait ce fameux cachet de Tanger, ce cachet chérifien de Tanger, qui m'a directement fait comprendre que oui, c'est bien une carte qui a voyagé par la poche chérifienne. Au départ, je ne comprenais pas très bien parce que je ne voyais aucun thème chérifien. Je l'ai acheté, et ce n'est que quand je l'ai reçu en main propre que finalement je me suis aperçu que sur le côté vu, le côté vu, il y a en bas à gauche un petit cachet violet partiel, et il y avait un thème chérifien là. Il s'est détaché pendant le trajet, et c'est pour ça que la carte a été taxée et qu'une taxe a été appliquée en France. Mais sur les scans qu'il y avait sur, je crois que c'est sur Delcam que j'ai acheté ça, c'était vraiment pas clair, je ne comprenais pas très bien pourquoi il n'y avait pas de timbre et où était l'affranchissement, mais le fait de voir ce cachet de Tanger chérifien en passage, il n'y avait aucun doute pour moi, ça avait voyagé, ça valait la peine de l'acheter. Autre carte intéressante, c'est une carte postale donc en courrier intérieur entre Rabat et Mazagan. Donc un cachet de départ sur le 10 Mouzouna de Rabat et un cachet d'arrivée de Mazagan. J'ai pris cet exemple pour que ce soit clair pour vous que
c'est indispensable qu'il y ait ce cachet de Mazagan. S'il n'y a pas ce cachet de Mazagan, on n'a aucune preuve que cette carte a voyagé par la poche chérifienne et on peut croire que c'est un souvenir. On croira plus facilement même que c'est un souvenir qu'une carte qui a réellement voyagé. Donc, dès qu'il y a un cachet de passage ou de transit chérifien, on a au moins la preuve. S'il n'y en a pas, vous n'avez aucune preuve et en général, c'est un souvenir. Autre exemple, ici, c'est le fameux tarif imprimé avec moins de 5 mots. Donc, le monsieur a juste écrit salutation, un seul mot et sa signature. Il a bien profité du tarif imprimé de 5 mots qui part de Casablanca pour Tanger et il y a bien un cachet d'arrivée à Tanger. De nouveau, sans ce cachet d'arrivée à Tanger, impossible de savoir si ça a pris la poche chérifienne et de nouveau, on croira bien plus facilement que c'est un souvenir qu'autre chose. Donc, s'il n'y a pas de cachet de transit ou d'arrivée, méfiez-vous, c'est en général, comment dire, de la complaisance, des souvenirs, et ça n'a probablement pas voyagé. C'est 5 mousons, c'est pas 4 mousons. Non, c'est qu'il y a deux là au-dessus, en haut à gauche et à droite, et il y a en bas à droite un 1. Ah, j'ai pas vu celui-là. Qui est à cheval. Il a été collé à moitié sur la vue et à moitié sur le côté texte. Oui. Oui, c'est subtil. Et moi aussi, je ne l'avais pas vu au début. Je me dis, tiens, il n'y a que 4. Et finalement, non, il y a 5. Et il y a bien le cachet d'arrivée. Alors, les souvenirs. Voyons un peu ce qu'on peut rencontrer comme souvenirs, des faciles ou des moins faciles. Alors, le cas les plus simples. D'abord, les cartes postales avec affranchissement chérifien et un cachet français de la poste française. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tout cas avant la fusion. Donc avant le 1er octobre 1913, il n'y a pas de possibilité, aucune possibilité d'avoir un cachet français sur un thème chérifien. Il n'y a aussi aucun tarif pour les cartes postales ou pour les lettres à 1M ou 2M. C'est toujours minimum 5 ou 10. Les anciens tarifs, mais c'est vraiment avant le 19e siècle, où on avait éventuellement des imprimés sous bande à 1 mouzouna, etc. Enfin, à 1 centime en France. Ici, ça n'existe pas. Ouais. Donc, tout ce qui est à 1 ou à 2, c'est d'office pas bon. Le minimum, c'est 5. Donc ici, ça n'a pas voyagé du tout. C'est resté sous enveloppe, ou ça n'a pas bougé du tout, et c'est un bête cachet, à poser par complaisance. Même chose ici, des affranchissements à 1M ou 2M, mais cette fois avec des cachets de poste militaire, trésor et poste. Même chose, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'oblitération trésor et poste sur des thèmes chérifiens qui ont voyagé par la poste chérifienne. Vous le voyez, il n'y a aucun cachet de transit. Il y en a une ici qui va au Maroc, l'autre va en France. Il n'y a aucun cachet de passage, il n'y a rien. Ça n'a absolument pas bougé. Donc c'est assez facile. De nouveau, c'est 1 et 2, ça n'est pas possible. Et cachet français ou cachet français militaire, c'est également impossible. Ou alors ça a bougé, mais dans une enveloppe, quoi. Oui, ça a bougé dans une enveloppe ou pas bougé du tout. Ouais. Fait en souvenir, et puis c'est gardé par la personne, ramené dans ses bagages, ou enfin on ne sait pas, mais en tout cas, ça n'a pas bougé du tout. Ici, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a des 5 et des 10, mais ce sont de nouveau des cachets de poste militaire. Donc, ce n'est pas possible. Celui-ci, on le voit tout de suite, parce qu'avec un 5, on ne peut pas avoir un texte aussi grand en plus, donc c'est totalement impossible, le tarif n'est pas bon, mais c'est un cachet militaire et on n'en a jamais vu sur courrier ayant voyagé. Même chose pour le 10, avec un cachet militaire vers Tunis, ça n'a pas bougé, c'est de nouveau purement philatélique comme souvenir. Toujours un peu plus compliqué. Là, c'est une lettre qui part de un trésor et poste de Casablanca vers Paris. Et elle arrive à Paris avec un cachet mécanique d'arrivée, Paris Distribution. Donc cette lettre a bien voyagé, mais elle n'a pas voyagé par la poche chérifienne. On a bien un 10 Mouzouna qui a été oblitéré par hasard ou par demande par le cachet militaire de la poste militaire française à Casa. Mais donc cette lettre a voyagé en franchise militaire vers Paris.
Donc c'est une, entre guillemets, une bête lettre militaire, mais il y a eu un timbre qui a été rajouté et oblitéré, mais ça n'a pas pris la poche chérifienne. C'est un bel exemple d'une lettre qui a bien voyagé, qui a bougé, mais qui a bougé 100% à travers la poste militaire et la poste civile de distribution à Paris. Mais aucun lien avec la poste chérifienne. Donc ça a une valeur, je dirais, sentimentale, c'est joli, mais ça n'a aucun intérêt pour la poche chérifienne. Ça peut juste être dans les cas spéciaux, mais c'est tout. Alors, ça, c'est un grand mystère. C'est des lettres vers le fameux monsieur Couertan, qui est un capitaine en retraite de l'armée française et qui s'est fait envoyer une correspondance très abondante d'anciens amis ou de collègues ou de, comment dire, militaires pendant la période de 1904. Je pense que ça commence même avant 1907 jusque pendant la guerre. Mais ici, ce qui est curieux, c'est qu'on a mis des 1M oblitérés à Marrakech arabe. Bon. Donc ça n'a pas voyagé du tout. Ce n'est pas le tarif. Mais le problème, c'est qu'à l'arrière, il y a un cachet d'Amiens qui date du 17 avril 1913. Toutes les deux ont ça. C'est donc deux lettres différentes. Hein, j'en ai déjà vu encore plus que deux. Toujours avec la même date. Mais pour moi, elles n'ont pas bougé. Ce cachet a été apposé à Amiens sur demande ou scanné. Je ne pense pas qu'il ait été scanné parce que j'en ai en main et ça ne ressemble pas à une impression d'imprimante. Mais quelque part, ce n'est pas possible non plus. Il n'y a pas de cachet de départ militaire. Il n'y a pas de contre-seing pour la franchise. Il n'y a rien du tout qu'un cachet d'arrivée. Donc, ça n'a pas pris la poche chérifienne. De toute façon, non. Mais j'ai des doutes que c'est pris une poste. Ça a peut-être été amené directement en France à Amiens chez Couertan, qui a demandé à son postier d'oblitérer tout un paquet de trucs à l'arrivée, et puis c'est tout. Mais c'est subtil. L'ennui, c'est que c'est très joli, c'est un cachet arabe qui n'est pas courant, et on en rencontre régulièrement, et ça se vend, hélas, parfois même à des prix très élevés. Autre exemple, toujours vers ce monsieur Couertan, où là, par rapport à l'autre, on a bien un cachet de trésor et poste de Rabat et un cachet d'arrivée à Amiens. Donc celle-ci, pour moi, a clairement voyagé par la poste militaire, en franchise, mais n'a pas pris la poche chérifienne. Le 2 Mouzouna et le cachet arabe a été apposé par complaisance au bureau de poste et puis remis à la poste, à la poste militaire de Rabat. Pour voyager, à mon avis, correctement vers Amiens, puisqu'on est le 4 mars 13 à Rabat, on est le 13 mars, 10 jours après à l'arrivée, ce qui est à peu près le délai habituel de la poste militaire pour le courrier, surtout sur la côte comme Rabat. C'est 10 à 15 jours de trajet. Donc, oui, c'est logique, ça tient la route, mais en tout cas, donc le 2M et le cachet chérifien, c'est de la pure complaisance. Mais cette lettre a voyagé, à mon avis, correctement par la poste militaire, à l'opposé de ces deux-ci, qui, comme vous le voyez, n'ont aucun cachet de départ, aucun contre-seing. Il n'y a rien du tout de militaire. Hein. C'est assez troublant, ces deux lettres. Et j'en connais plus que deux, en tout cas. Toujours la même date. Alors, voici une carte postale qui part de Média le 21 septembre 13 vers la France. Il y a bien, trois mots avec la date et la signature. Donc, c'est bien le bon tarif imprimé à 5 Mouzouna, mais il n'y a aucun cachet de transit, ni de Tanger chérifien, ni rien du tout. Donc, d'accord, c'est un imprimé, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le valider. Donc, pour moi, c'est absolument philatélique. Ça n'a pas voyagé ou voyagé sur une sous-enveloppe. Il faudrait un cachet de Tanger pour qu'on y croie. Le seul problème, c'est que ça reste encore des objets philatéliques qui se vendent et qui peuvent se vendre cher parce qu'ils sont en général des cachets rares qui ont été apposés. Donc, ça a un peu plus d'intérêt que des bêtes, souvenirs avec des cachets très courants. On rencontre en effet, et je vais vous en montrer d'autres, des très bons cachets chérifiens sur ce genre d'objet. Et finalement, ça reste quelque chose ayant une valeur commerciale importante,
Hein, ça va de 50, 70, 100, 150, 200 ou même plus en euros, parce que c'est collectionné pour le cachet. Et Je crois que c'est la mienne, ça, cette carte. ah ben, c'est possible que ce soit la tienne. Mais en tout cas, Je crois. pour des collections d'oblitération, ça reste quelque chose d'utile. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune garantie que la date apposée est la bonne. Ça peut être antidaté ou surdaté. On n'a aucune trace possible de savoir si c'est correct ou pas, puisqu'il n'y a aucun cachet de transit. Donc ça reste une pièce d'attente, je dirais, pour des collections d'oblitération, en attendant une pièce qui a réellement voyagé. L'ennui, c'est qu'on risque d'attendre peut-être très longtemps. Moi, j'attends dans certains cas depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais trouvé une autre pièce que des choses comme ça. Hein. En voici une autre qui est encore beaucoup plus intéressante. C'est que, bon, ça je suis d'accord avec vous, que le poste de Fort Petit-Jean, quand le bureau chérifien ouvre, il n'a pas de matériel pour oblitérer. Il va demander le cachet du vaguemestre, qui est présent sur le fort militaire tout près du bureau de poste, pour pouvoir oblitérer son courrier. Et ça va durer un certain temps jusqu'à ce que le cachet de chérifien arrive au bureau chérifien. Donc, c'est un cachet que l'on rencontre et qui est validé comme étant un cachet chérifien, enfin un cachet militaire de fortune employé par la poste chérifienne. N'oublions pas aussi que ce cachet-là est toujours un cachet de vaguemestre militaire et que le vaguemestre va continuer à l'employer pour son courrier militaire, indépendamment de son emploi pour le courrier chérifien. Donc, c'est bien deux trucs à séparer. Mais ici, j'ai pris cette jolie carte parce qu'il n'y a pas d'adresse. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a une date, il y a un peu trop de texte par rapport aux 5 Muzuna, mais le premier qui rajoute une adresse peut faire croire que ça marche. Hein. Donc, il y a des pièces comme ça qui ont été oblitérées sans adresse, et même sans texte, qui pourraient servir à quelqu'un aujourd'hui malhonnête de rajouter une adresse et de faire croire que c'est le bon tarif et que ça a voyagé. Donc, ça montre bien qu'il faut un cachet de transit pour être sûr que ça marche. Et surtout, pour être sûr de payer un prix qui correspond bien à des documents ayant voyagé et pas des documents falsifiés ou des documents qui ont été faits en souvenir. En voici un autre, de Safi, hein, pour mon ami Mehdi, avec, pour une fois rarissime, la date qui a été mise à l'encre dans la partie libre. C'est de nouveau un souvenir. Ça va de Safi à Tanger. Il y a beaucoup trop de textes pour seulement 5 Muzuna. Pas possible d'avoir le tarif réduit d'imprimer avec un texte pareil. Et aucun cachet d'arrivée, rien du tout. Cette pièce est dans ma collection parce que c'est la seule que j'ai de Safi avec une date au milieu. Hein, ça a une valeur et ça peut même prendre 100, 150 € uniquement pour le cachet et cette date, mais ça reste un souvenir philatélique en attente d'une pièce moins philatélique hein, ayant réellement voyagé dans une collection. Mais on n'aura pas le choix, on sera bien obligé pour beaucoup de bureaux, sur les 31 bureaux, je pense qu'il y en a peut-être la moitié où on trouve facilement du courrier, dans les autres, où on n'a rien du tout, où on a ça, où on ne sait rien faire de plus. Quoi. Ou quelques chanceux ont peut-être la seule dette existante, et les autres doivent se contenter de ça. Donc je me contente de ça aussi. Hein, je ne crache pas dessus en disant ne prenez jamais ça. Je dis juste que si vous en prenez, faites attention au prix que vous comptez payer par rapport au fait que c'est un souvenir et pas une lettre, un document qui a clairement voyagé. En voici un autre, ça c'est encore pire. Ça date du 12 janvier 12 à Meknès. Je suis d'accord, Meknès, quand il ouvre, n'a pas de cachet non plus. Mais Meknès va employer le cachet octogonal Maxen. Et il n'a jamais employé sur une lettre qui a voyagé la griffe de destination. Ce n'est pas un des bureaux qui l'a employé. Les 3 seuls bureaux qui l'ont employé, c'est Cebu, Soukel Arba et Arbawa. Meknès ne fait pas partie de ces bureaux où on rencontre du courrier oblitéré par la griffe. Et surtout ici, avec un 25 Muzuna, pour un tarif intérieur où il faut juste 10 Muzuna, c'est du pur souvenir philatélique pour faire joli, mais c'est tout. Donc méfiance, parce que ça peut valoir très très cher à cause de cette griffe, mais c'est absolument pas correct du tout. Et donc ça n'a même pas d'intérêt d'être collectionné parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible
le courrier réel au départ de Meknès et au début avec des cachets Maxen et après avec des cachets à date. Et il n'y a pas de période intermédiaire où on aura employé la griffe. Ok. Autre exemple de souvenir, c'est ce genre de carte, en général avec un 1 centime français, hein, un type blanc, et un certain nombre de cachets qui auraient voyagé, soi-disant, en franchise militaire vers la France. Mais ces cachets de chérifiens ont été apposés en pure complaisance. D'autant plus qu'ils datent en général de mai 1912, mais du début mai 1912, et donc il n'y a pas de timbre. Ce n'est de nouveau pas possible. Mais le tarif, ici, à 1 centime, n'est pas possible non plus. Donc, pour moi, ce sont de nouveau uniquement des souvenirs philatéliques où on a apposé un certain nombre de cachets, parfois des griffes de destination aussi. On en rencontre souvent, c'est joli. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de les mettre dans une collection d'oblitération de la poche chérifienne? J'ai des doutes. D'autant plus que l'encre, en général, n'est pas la bonne non plus. À cette époque-là, je n'ai pas souvenance d'avoir vu des lettres employant le violet, et surtout pas un violet comme ça aussi vif. Je ne suis pas convaincu du tout que ça ait un intérêt philatélique de pièces d'attente ou de pièces de, comment dire, de passage en plus dans les collections d'oblitération. Ça reste vraiment du matériel philatélique de souvenirs, et c'est tout. Voilà une autre pièce qui a traîné dans ma collection très longtemps, et ça ne m'a pas fait tilt quand je l'ai acheté, ni quand je l'ai monté, parce que je l'ai monté, je l'ai mis dans ma collection de pièces ayant voyagé, alors que je suis maintenant convaincu totalement que cette pièce n'a pas bougé du tout, ou sous enveloppe. D'abord, on part de Meknès le 23 octobre 12, par un cachet militaire français Trésor et Poste. Il y a un 5 Mouzouna, d'accord, il n'y a pas de texte suffisant, 1000 baisers et le nom de la dame ou un truc comme ça, ou de quelqu'un, donc il y a bien 5 mots. Le tarif est bon, l'oblitération correspond bien à l'époque. À Leipzig, en Allemagne, et donc il n'y a pour moi pas de cachet, il n'y a aucun cachet de transit chérifien, donc il n'y a en tout cas pas de possibilité déjà de croire que ça a pu prendre la poche chérifienne, mais en plus, le militaire qui aura envoyé ça via la poste militaire française n'a pas la franchise en dehors de la France et des colonies françaises. En Allemagne, il doit franchir. Et donc, il faudra un timbre français de 10 centimes ou de 5 centimes, puisque c'est aussi un imprimé, mais il faut un timbre pour pouvoir faire le trajet hors Maroc vers Leipzig. Donc ça, c'est vraiment le critère pour dire, mais non, ça n'a pas voyagé du tout, c'est pas possible, il n'y a pas de taxation, il n'y a rien. C'est de nouveau un pur, souvenir philatélique. Mais c'est très joli, et voilà, ça m'a troublé tout un temps, je l'ai gardé parce que c'était un de mes premières oblitérations octogonales de Maxen sur, timbre chérifien. Mais bon, voilà, c'est du souvenir, et ça traîne maintenant dans mes souvenirs plutôt que dans ma collection. Ah, ça c'est un cas très intéressant, c'est un courrier, dommage parce que qu'on ne voit pas grand-chose sur l'adresse et le texte, parce que ça a été écrit au crayon noir mais assez gris et ça passe très mal au scan. C'est un courrier qui est adressé à Madame Delphine Granet, à Marseille. Et ce sont des cartes postales avec vue qui sont envoyées de Meknès, toujours à la même date, le 13 septembre 1913. On rencontre des paquets, d'autant plus que l'expéditeur a numéroté dans le coin supérieur gauche les cartes qu'il a envoyées. Donc ici, sur celle de droite, c'est le numéro 12, et sur celle de gauche, c'est le numéro 29. Donc il a envoyé un paquet de cartes postales avec un 5M de côté vue, envoyé vers la même personne le même jour. Et un certain nombre de ces cartes ont la chance de porter des cachets. Celle-ci à droite porte le cachet de Tanger au transit, et l'autre porte un cachet de Tanger français au transit aussi. Mais vous voyez, celle-ci a un cachet militaire violet, mais pas de contre-saint militaire. Celle-ci n'a pas de cachet du tout.
Donc je pense que le militaire l'a déposé à la poste, peut-être que la première qu'il a montrée avait tout ce qu'il fallait, et toutes les autres ont été acceptées. En tout cas, il n'y a pas eu de taxation, mais en tout cas, celle-ci, avec le cachet de Tanger, nous prouve qu'elle a bien pris la poche chérifienne. Et donc, à mon humble avis, toutes les autres aussi, même celles qui n'ont pas de cachet du tout, parce que c'est la même destination, le même jour de départ, le même affranchissement. Donc on imagine clairement qu'il est arrivé avec son paquet de cartes et qu'il a envoyé à cette dame à Marseille un volume énorme de courrier pour montrer toutes les vues du Maroc. C'était sans doute ça le but. Et donc, l'avantage de ces cartes-là, c'est que pour moi, elles valident toutes les autres, y compris celles qui n'ont pas de cachet. Étant dans le même envoi, ça permet donc de les valider. Mais évidemment, il vaut mieux avoir celles-ci avec celles qui ont un cachet. Je crois que j'en ai déjà vu 2 ou 3 qui ont un cachet de Tanger au transit. Toutes les autres, ou n'en ont pas, ou parfois ont un cachet français au transit aussi de Tanger. Mais c'est marrant, ça montre bien qu'avec des archives, et éventuellement comme nous avons une base de données, etc., ça permet de valider des cartes qui logiquement seraient mises dans les critères des souvenirs philatéliques. Voilà un autre exemple difficile à croire. Donc c'est une lettre en courrier intérieur. En courrier intérieur, c'est vite dit. En courrier, en tout cas, qui part de... Qui part d'où? Qu'est-ce que j'ai mis comme départ? Qui part de Safi et qui va on ne sait où parce que la lettre est coupée à gauche et on n'a pas la ville de destination. C'est fort probablement à cause de l'adresse un courrier intérieur, mais c'est difficile à croire que le tarif correspond à 25 mouzounas. C'est 10 mouzounas intérieurs et puis on monte par 5 mouzounas par 20 grammes, ce qui fait un poids très élevé pour une lettre intérieure. Et on a rarement vu ou jamais vu ce genre d'affranchissement. Donc, à mon avis, c'est de nouveau quelque chose de philatélique, avec un superbe beau cachet unilingue, enfin bilingue sans date de Safi. Un petit format, c'est curieux, parce que les autres ont une typographie beaucoup plus grande du mot Safi. Ici, c'est tout petit. Bon. Ça traîne dans ma collection dans les oblitérations, parce que je n'ai pas ça autrement, mais je n'ai aucune preuve que ça a voyagé et j'ai de grands doutes que le tarif corresponde à quelque chose. Et comme par hasard, on n'a pas la ville d'arrivée. Et c'est un fragment, hein, donc ce n'est même pas... Il n'y a pas de dos, hein, c'est juste un devant. Donc, Moi, si tu permets, Philippe, j'ai un cachet similaire, mais en violet. Oui, c'est ça, voilà, oui. Je comprends, oui, tout à fait. Sur fragment, mais aucune... Oui. Mais je n'ai jamais vu une lettre complète avec des cachets de transit, etc. Donc, c'est ce que je dis, ça reste dans une collection d'oblitération, on en parle dans les livres, on va en parler dans le tome 3 aussi, mais ça reste entaché d'un grand doute sur l'existence réelle et pas une fabrication locale de l'époque, ou peut-être même pas de l'époque. Tant qu'on n'a pas vu de lettres ou de documents qui a clairement voyagé, il est impossible de dire si ce type de cachet peut exister, surtout avec ce tout petit Safi. Il aura un Safi beaucoup plus grand qui prendrait beaucoup plus d'espace, j'y croirais déjà un peu plus. On a le même problème, je pense, à Sefrou, où on en a 2, un grand et un petit. Exactement. Pourquoi un petit? Moi, j'ai toujours vu le grand sur courrier, mais le petit, jamais. Donc, il se peut que ce genre de cachet ne soit même pas authentique, que tout a été fabriqué, y compris le cachet. Donc, on a ce doute énorme avec ce genre de pièces que ce n'est peut-être même pas philatélique, mais tout à fait faux. Ça, c'est le danger. OK. Donc, voilà, ces pièces ne m'appartiennent pas. Ce sont des pièces que j'ai prises sur Delcamp pour montrer d'autres problèmes, des lettres à problème. Donc ici, c'est une lettre qui part de Fès, d'un militaire. Donc il a bien mis troupe d'occupation du Maroc occidental en haut. Il a son contre-saint militaire signé tout le bazar et ça va en Algérie. Il y a un cachet de départ de Trésor et Poste du 8 janvier 1913, numéro 219, qui est bien à Fès à cette époque-là. Bon. J'ai envie de dire, oui, cette lettre a parfaitement voyagé. Est-ce que le 5, ici, a été apposé au départ? Oui, sans doute. Mais c'est une lettre. Il n'y a pas de tarif imprimé, logiquement, il faut 10. Ici, il semblerait qu'il y ait un thème qui manque. On voit une trace de cachet à cheval et
Hein. Surtout que c'est un cachet, non, c'est un cachet d'arrivée, c'est pas juste. Il semblerait qu'il manque quelque chose. Pour moi, il manque au moins 5 centimes pour avoir le tarif normal. Mais ici, il l'avait mis en fait le 5, hein, mais on a mis un 0 à côté pour à chaque fois Non, pour invalider. Non, il a mis ici des zéros à côté sur tout ce qui était chérifien. Donc On a voilà. aucune preuve que ces timbres appartiennent. En tout cas, ça n'a pas pris la poche chérifienne. Mais de toute façon, pour quitter la France, il a la franchise militaire. S'il veut passer par la poste civile, il doit mettre 10 centimes. De toute façon. Donc, la poche chérifienne, ici, non. Il n'y a rien du tout. Ces timbres n'ont pas été pris en compte, ils n'ont pas été oblitérés et il n'y a pas de cachet de transit. Donc, la poche chérifienne, pour moi, ça a voyagé, oui, ça a voyagé par la poste militaire française de Fès jusqu'à Oran, enfin, jusqu'à Philippeville en Algérie via Oran. Ça a mis 13 jours de voyage, ce qui est caractéristique de la poste militaire française. Et tout ce qu'on voit là est, à mon humble avis, philatélique. Donc les timbres chérifiens, non, ça n'a pas pris la poche chérifienne, ils ne sont pas oblitérés, il n'y a pas cachet de transit. Et le timbre français, est-ce qu'il y a eu une volonté de passer par la poste civile française? Peut-être, mais le problème c'est qu'il faut 10 centimes et pas 5. Donc j'ai des doutes que c'est même pris la poste civile française et que ce n'a pas été simplement également mis en souvenir au départ et puis c'est tout. On a voulu faire croire à quelque chose, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve que c'est pris ni la poche chérifienne ni la poste civile française. Mais ici, on a quand même les cachets de passage. Hein. On a les cachets de passage, mais les cachets de passage sont les cachets d'arrivée en Algérie. En Algérie, donc, oui. c'est logique que la poste, la poste militaire française au Maroc a transmis le courrier à la fin à la poste civile. On n'a pas de cachet. En général, pour les postes militaires, on n'a pas de cachet de transit ou d'arrivée. C'est transmis sans trace. Mais donc, s'il y avait un 10 centimes mouchon ou 5 centimes blancs oblitérés à Fès, Fès poste civile, je serais d'accord avec vous, j'y croirais aussi. Mais ici, avec un 5 sur une lettre qui est fermée, ce n'est pas possible. Et on ne voit pas de trace d'un timbre qui serait parti. Il n'y a pas de cachet de Fès civil qui traînerait quelque part. Donc, il n'y a pas de timbre qui est tombé. Voilà, c'est très curieux, mais ça montre bien qu'il y a... Voilà, borderline, quoi, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça n'a pour moi aucun intérêt, ni de collection, ni de souvenirs, ni de, à mettre dans un chapitre spécial de la poche chérifienne. Aucun intérêt. Même chose pour celle-ci, qui est une lettre qui est en cours sur Internet, qui tourne sur Internet, que ce soit sur eBay ou sur Delcamp, très cher, plus de 300 €, qui est une lettre qui part d'un militaire des troupes d'occupation du Maroc, il le met au-dessus, il a son contre-seing, c'est bien signé par le commandant du 3e bataillon sénégalais, c'est parfait. Il a la franchise pour Paris, il emploie la poche chérifienne. La lettre est remise, comme on le voit en bas à droite, le 6 décembre 1913 à la poste militaire française de Fès, 219, qui la remet à la poste chérifienne. Et il y a bien l'affranchissement qu'il faut, il y a bien 10 Mouzouna, oblitéré à Fès, c'est parfait. Ça arrive à Tanger, au cachet chérifien à l'arrière de Tanger, et il y a la griffe poste chérifienne. Donc c'est parfait. Ça a bien voyagé par la poste chérifienne entre Fès et Tanger. Ouais. Jusque-là, rien à redire. Il semblerait, ou on veut nous faire croire, que l'expéditeur a voulu passer par la poste allemande. On se demande pourquoi, alors qu'il a la franchise vers Paris. Pourquoi est-ce qu'il doit payer cher, puisque logiquement, la poste allemande vers Paris, c'est le service international, donc ce n'est pas le service vers l'Allemagne. Et il faut donc 25 centimos. Aucune raison. La seule raison qu'on a fait ça, c'est que c'est adressé à M. Théodore Champion, qui est un grand marchand de la rue Drouot à Paris. Voilà. Mais le gros problème, c'est qu'il faut 25 centimos et qu'on n'en a que 8. Le rabat à l'arrière a été enlevé, mais j'ai des grands doutes qu'il y ait à l'arrière les 17 centimos qui manquent. Donc là aussi, il y a un truc qui cloche.
ce n'est même plus du fabriqué pour un marchand. Ça devient une pièce, même si on peut croire que des thèmes sont tombés, ça devient une pièce abîmée. Voilà, ce n'est en tout cas pas dans l'état où ça se trouve un mixte de la poste chérifienne avec la poste allemande. Et la preuve, c'est que ça ne se vend pas, personne n'y croit. Hein. Ouais. Si c'était vraiment un mixte de la poste chérifienne et de la poste allemande, à 300 €, c'est pour rien. Mais là, c'est abîmé. Il y a longtemps qu'Adidas l'aurait acheté. Oui, voilà, on n'y croit pas et c'est abîmé. Donc, dommage, mais pas intéressant. Alors, j'ai rajouté les faux parce que on en a de plus en plus. Il y en a qui sont très méchants et en plus, ce ne sont pas des souvenirs. Les souvenirs, on peut collectionner des souvenirs, mais mettre des faux dans les souvenirs, c'est vraiment pas intéressant du tout. Donc, vous les connaissez, vous les avez déjà vus, on en voit régulièrement. Toujours, heureusement, pour l'instant, chez le même vendeur sur eBay. Il emploie en tout cas du matériel, donc des enveloppes anciennes, avec des cachets anciens qui ont probablement voyagé en franchise militaire, et il vient rajouter des timbres chérifiens avec des oblitérations. Bon, ce qui ne va déjà pas, c'est que la griffe poche chérifienne, elle n'a pas la bonne encre, elle est brillante, elle n'est jamais brillante, elle n'est pas non plus de la bonne époque, de la bonne couleur, hein. Il y a 2 dimensions, c'est pas la bonne dimension, pas de chance pour lui. Une ici avec rabat, qui est aussi un bon cachet, le petit cachet circulaire bilingue de rabat, du 1er mai 1912, alors que les timbres sortent le 25 mai. Hein, donc ça c'est facile, ça ne marche pas. Il n'y a pas de contre-sein, ça ne marche pas du tout. L'autre, le tarif est bon, hein, il y a bien 10 Mosina, mais c'est de nouveau le 1er mai, mais là c'est 1913, on a essayé de faire mieux. Mais ça ne tient pas la route non plus. La couleur n'est pas la bonne. Il n'y a pas de cachet de transit. C'est un pli qui va à Paris sans contre-sein militaire. Donc il faut logiquement avoir un affranchissement mixte qui n'est pas là. Donc voilà, ça ne tient pas la route. C'est assez facile de s'y reconnaître. Ici aussi, 3 autres lettres. La griffe poche chérifienne en rouge, oui, ça existe, mais ça existe pour le bureau d'Arbawa. On n'est pas à Arbawa, là, c'est Rabat. C'est de nouveau le 1er mai 1912, donc ça ne colle pas. Ici aussi, 1er mai 1912, avant les timbres. Bon. Donc tout ça ne colle pas, c'est dangereux, mais en tout cas, c'est pas très... c'est facile à reconnaître, hein, plusieurs d'entre nous le voient régulièrement, ça ne pose pas de gros problèmes. Ceci est par contre beaucoup plus dangereux. Ça traîne dans ma collection d'oblitérations depuis des années. Je n'ai jamais pris le soin de prendre une loupe et de constater, quand j'ai commencé à le regarder en détail, que le timbre a été rajouté et un cachet de rabat a été scanné et apposé par une imprimante. On voit les pixels du scan. L'encre est grisâtre, ça ne correspond pas du tout. Donc ici, c'est vraiment très dangereux. Ce courrier de M. Couertan a bien voyagé en 1913 par la poste militaire. Tous les cachets y sont, y compris l'arrivée. Et bien plus tard, quelqu'un a rajouté un timbre avec un faux cachet dessus. Ça devient très dangereux. D'autant plus que le matériel est facilement disponible sur Internet. On trouve des dizaines, des centaines de lettres de la poste militaire française de cette époque-là. Et donc, on peut les améliorer, ce qui a été fait ici. Ça, c'est vraiment beaucoup plus dangereux que les précédents. Parce qu'il y a le bon tarif, il n'y a pas évidemment le cachet de Tanger à l'arrière chérifien, mais ça reste quelque chose de très dangereux. Alors ceci, c'est du faux de chez faux. Je ne suis même pas sûr que c'est de l'arabe ou très mal imité. Les timbres sont oblitérés par des drôles de cachets. Je pense que certains m'ont dit que ces cachets sont des pièces de monnaie qui ont servi à faire des oblitérations. Ça, c'est connu, c'est très faux et ça date depuis très longtemps. Il y a plus de 30 ans que l'on rencontre ce genre de matériel très régulièrement encore. Les gens essayent de faire croire que ça a pu exister, mais ça ne correspond absolument à rien du tout. Voilà.
C'est la deuxième fois que je dis que c'est la fin. Les questions, on reste sur ou pas, ou sinon je coupe. J'ai deux petites questions. Oui. Très, très petites. Hein. Oui, oui. Et est-ce que toi et Thomas, vous avez une date butoir pour la parution des tomes 1 et 3 des poches chérifiennes? C'est la question numéro 1. Ah. La question numéro 2, tu avais parlé d'oblitération par des griffes et tu avais mentionné 2 bureaux de poste. Celui de Sebou. Ah, 3. Sebou, Arbawa, Soukel Arba. Ouais. Et c'est quelle couleur? Sebou, c'est rouge d'habitude, mais on en connaît en violet. Mais uniquement Violet, Arbawa, c'est violet. violet, oui. Et Soukel Arba, pour moi, c'est noir. Souk El Arba. Et en plus, c'est Souk El Larba, donc avec un L en trop. Ouais. Il y a eu une faute d'orthographe là en français. Pour moi, c'est les seuls bureaux qui ont employé une griffe. Et sur l'Arba, c'est quelle couleur? Noire. Noir. Oui. Alors, c'est la ville qui respire solo maintenant. Hein? Ben voilà. Oui, oui. Sur l'Arba. Et pour les cachets Maxen, ce sont des cachets Maxen octogonaux, jamais des ronds. Et les 2 villes, pour moi, qui ont utilisé ça à défaut de cachet à date, c'est Meknès et Marrakech. Ouais. Meknès et Marrakech. Oui, oui. Meknès et Marrakech. Meknès, on rencontre du courrier. On en connaît une petite dizaine. Par contre, Marrakech, on ne connaît que des timbres. Je n'ai jamais vu de lettres. Mais par contre, on n'a pas de trace d'un cachet à date à Marrakech avant fin décembre. Donc, de mai à décembre, on peut croire qu'il a employé le cachet octogonal. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait bien pu employer? Mais on n'a pas de courrier. Mais du courrier de Marrakech en 1912, c'est rare. C'est même très rare. Qui a voyagé, hein? Voilà. Parce qu'on trouve des dates antidatées, surtout à Média, on trouve beaucoup de courriers philatéliques, de souvenirs philatéliques de Média avec des dates tout à fait antidatées ou post-datées, enfin, on trouve de tout. Alors que Média, à cette époque-là, en 1913, a un bureau français qui existe, et donc le bureau chérifien ferme tout de suite à la fusion. Par contre, on trouve des oblitérations sur carte postale avec Média en 1914. On se demande comment c'est possible, hein, dans des couleurs vertes. Donc là, il y a eu même de manière posthume, un certain nombre d'oblitérations philatéliques sur ce cachet-là. C'est pour ça que je dis que c'est très très dangereux de se baser là-dessus pour mettre des dates. Et pour la première question, on espère faire le tome 1 pour fin août, enfin pour août ou avant. Le tome 3 sur les oblitérations, j'ai des doutes qu'on ait le temps de le faire pour août. Ah ben, merci beaucoup. J'en ai pas mal de cette catégorie. Hein. Ben, j'en ai aussi beaucoup, mais je rappelle que c'est nécessaire et qu'on n'a pas le choix pour les petits bureaux et pour certains grands bureaux avec des cachets qu'on ne voit pas souvent. Mais il y a 2 problèmes. Il y a le prix, et donc il ne faut pas aller trop loin dans le prix. Et d'un autre côté, c'est très dangereux de s'en servir dans un ouvrage. C'est pour ça qu'on a des problèmes pour le tome 3. C'est parce qu'on se demande ce que l'on va indiquer pour les bureaux où on n'a quasiment rien. Donc, ça, c'est embêtant. Donc, je pense que Thomas préfère qu'on ne mette rien du tout. Bon. Moi, je préférais qu'on indique qu'on emploie Benezra dans tout ce qu'il a pu signaler et tout ce en tout cas dans la partie que l'on croit que c'est possible, mais en indiquant clairement qu'on n'a jamais rien vu et que, voilà, ou de dire que la seule chose qu'on a vue était philatélique. Donc, on ne sait pas si la couleur de l'encre ou si la date est bonne, mais au moins, on peut montrer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de bureaux où on n'a rien du tout. Hein. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux montrer des enveloppes de faux courriers
et des courriers fabriqués en le signalant que de ne rien montrer. Oui, je pense aussi. Mais c'est bonne très idée. dangereux. Regarde Mehdi, ce qu'on a vu là sur Safi, ce cachet avec ce petit mot Safi tout Ouais. petit là, Petite taille, oui. hein, cette taille assez petite, Ouais. c'est très curieux par rapport aux autres qui ont une taille beaucoup plus importante en hauteur et en largeur. Je ne suis même pas sûr que ce cachet n'est pas faux. Hein. Je n'ai aucune garantie là-dessus. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça laisse Comme dit Abdelkader, je préfère le montrer, le dire, Oui. et mettre en dessous ce que je viens de dire. Oui, c'est Hein, ça. en disant, je n'ai aucune garantie, c'est peut-être faux, Ouais. on ne sait pas. Hein. Si un jour on trouve un document qui a clairement voyagé, ben, on pourra dire oui ou non, Ouais. mais voilà. Sinon, on ne montre pas grand-chose. Et dans les tout petits bureaux, il y a des trucs où je n'ai rien du tout. Mais rien, même pas un seul cachet philatélique, hein, rien. Ouais, oui. Et rien depuis plus de 20 ans. Donc il faut aussi analyser tous les timbres isolés que l'on a pour voir si par hasard, en tout cas pour les cachets qui sont unilingues en arabe, s'il n'y a pas quelques cachets qui pourraient nous aider pour les petits bureaux. Ouais. Hein, mais c'est pas facile non plus. Et c'est très dangereux aussi. Ils ont pu être décollés de souvenirs philatéliques. Donc c'est pour ça. Pour l'instant, c'est la structure de comment est-ce qu'on va le montrer qui pose problème aussi. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera pour le mois d'août. Alors, pour les timbres isolés, Maurice Adida m'a offert 2 planches de timbres de la poche chérifienne isolées, oblitérées. Je vais chercher là-dedans et te les envoyer. Oui, c'est gentil. Oui, ça reste un problème. Donc, finalement, je pense qu'on va clairement indiquer, je ne sais pas très bien par quel système, mais je tâtonne encore pour savoir comment faire, mais on va clairement indiquer ce qui a été vu sur du courrier qui a bien voyagé et en quelle proportion, donc le nombre de lettres, les dates qu'on a vues et tout le reste, avec le danger que ce soit antidaté, philatélique, avec une mauvaise couleur. Hein, on a vu là tantôt des cachets de fesses en début mai en violet. Hein, je crois que j'ai une lettre où quand on superpose du noir et du violet, on se dit, bon, il y a un peu plus de violet que de noir. Mais j'ai jamais vu ces couleurs violettes comme ça sur un cachet de fesses. Hein. Hein? Et on en rencontre en philatélique un certain nombre, mais sur une lettre qui a bien voyagé, cette couleur-là, jamais vue. Hein. C'est pour ça que c'est très dangereux de faire un livre comme Ben Ezra a fait, avec uniquement des photocopies de tout ce qu'il a rencontré. Voilà. Donc les gros bureaux, oui, là ce sera clair. On aura même l'évolution des dates des cachets. Donc là, ce sera très, très intéressant. Un peu comme ce qu'on a montré sur Arbawa la dernière fois. Hein. On sait vraiment, même presque sur la semaine, quand est-ce que ça a changé de tel cachet à tel cachet. Donc ça, c'est très gai. Mais sur les petits bureaux où on a peut-être une seule lettre, par exemple, Ben Slimane du Cébou, j'avais une lettre philatélique pendant des années, une carte avec un Mouzouna oblitéré, c'est tout ce que j'avais. Et il y a 5-6 ans, j'ai trouvé une lettre. J'en ai jamais vu d'autres. Hein. Donc finalement, je ne sais mettre qu'une seule date, la date de cette lettre-là. Le reste, impossible de savoir si on n'a pas chipoté à la date quand on les a mis. Hein. Ah ouais, ça. Ah oui, quelqu'un a bien pu demander encore fin 1913 ou en 14 ou même plus tard, et qu'on change la date et qu'on la pose. Hein. Hein, je ne sais pas, j'aurais dû le montrer ou dans une prochaine conférence on peut le montrer. J'ai des cachets, comme je disais, de mes Idja en vert. En 1914. Je n'ai jamais vu ça sur courrier. Le vert, c'est quasiment jamais vu. Et en plus, comme je disais, Meidja est un des bureaux, est une des villes où il y a un cachet français à l'époque. Et donc, dès que la fusion se fait, la partie chérifienne disparaît tout de suite. Et c'est le français qui continue. Donc, trouver un cachet chérifien après le 30 septembre 1913, ce n'est pas possible. C'est philatélique directement. Alors que pour d'autres bureaux, comme
par exemple, sans doute Ben Slimane du Cibou, lui, il a pu continuer. Hein. Il n'y avait pas de bureau français, donc il a continué en fusion. On pourrait en trouver peut-être un jour, alors qu'on n'en voit pas non plus. Hein. Hein, Arbawa, qui était le bon exemple, Arbawa a continué avec son cachet jusqu'en 1914, et puis ils ont reçu le cachet d'agence octogonale. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est bien la preuve que ça marche comme ça. Si à la fusion, il n'y a pas de bureau français dans la ville, c'est le poste chérifien qui devient le poste de la fusion. Mais si dans la ville, il y avait un bureau français, le poste chérifien est fermé immédiatement. On continue avec le bureau français. Le bureau français, ouais. On peut éventuellement récupérer les récasses, récupérer le matériel, humain, qui sera regroupé avec le bureau français et travailler comme ça. Mais en tout cas, le matériel d'oblitération va disparaître tout de suite puisque le bureau existe. C'est pour ça que tout ce qui est média après le 30 septembre 1913, c'est tout philatélique, y compris donc l'encre verte, etc. Et ce n'est même pas du courrier de la fusion. Parce qu'avec la fusion, va disparaître les cachets de transit. Hein. Ouais. On est dans le système européen, enfin, de l'Union postale universelle. On ne met plus de cachets de transit à cette époque-là dans l'UPU. Hein. On n'en met plus que pour les recommander. Donc toutes les lettres, les cartes postales, surtout les imprimés, il n'y a plus de cachet du tout. Ouais. Hein, donc on n'a plus aucune preuve. Est-ce qu'on est dans du philatélique ou est-ce qu'on est dans le système normal? La preuve disparaît. Hein. Mais on ne peut plus non plus... Enfin, on peut douter, mais on peut moins douter puisque il n'y a plus d'obligation de mettre ce cachet de transit. Tandis que la poche chérifienne qui, elle, voulait rentrer dans l'UPU, a joué le jeu des cachets et c'est entre guillemets pour montrer que ça marchait et a mis des cachets de transit. Mais vous prenez la France, toute l'Europe en 1912, vous envoyez une carte postale où on a imprimé, il n'y a plus, ou une lettre normale, il n'y a plus un seul cachet de transit. Hein. Pour qu'il y ait un cachet de transit, il faut qu'il y ait eu un problème, une redirection, un retour, un inconnu. Alors là, on met des cachets à l'arrière, mais sinon, il n'y a plus que sur les recommandés qu'on met des cachets. Ouais. Donc c'est pour ça que la fusion, c'est très difficile parce que distinguer le philatélique du non philatélique devient très difficile à cause de la disparition des cachets de transit et des cachets d'arrivée. Mais, comme je disais, s'il y a un bureau français, ça termine tout de suite les cachets chérifiens. S'il n'y a pas de bureau français, les cachets chérifiens continuent et attendent l'arrivée des cachets type français, donc ronds pour les recettes principales et octogonaux pour les agents. Ouais. Comme Arbawa qui a son cachet octogonal je crois qu'on a la date, c'est entre le 15 et le 31 janvier 1914 que le cachet apparaît. Sauf le cas de Tanger. Oui, Tanger, c'est différent. Hein. Tanger a continué, et puis le cachet chérifien de Tanger est devenu Tanger chérifien. Oui. Donc voilà, ça c'est très particulier. Mais et après la fusion, le cachet Tanger chérifien, il a continué, je pense qu'il a toujours continué jusqu'à la fin, hein, Oui, il a continué, c'est un bureau qui existe encore très longtemps, même je pense jusqu'à l'indépendance, oui. Il est resté dans le quartier où il était, et ça a continué, oui. Et c'est un bureau français. C'est un bureau fusionné. Fusionné. Oui. Mais qui est devenu fiancé à partir du 1er octobre de 1913. Oui, j'ai une... Mais qui est devenu fusion, donc il n'y a plus de poste française, hein, c'est la poste marocaine. Oui, la poste, Je comprends ce que tu veux dire, ça devient un poste, type français, oui. J'ai une carte pour ça, si vous permettez, je peux partager avec vous là. Si vous voulez. Oui, bien sûr. Pas 1917, ça. Si, le tarif, c'est 1917. Oui, 15 Mouzouna, c'est 1917. Oui, mais 1917. Mais là, c'est... oui, effectivement. C'est 22, donc ça va. Bah, ça va, oui, ça change. Oui, le tarif est bon. Oui. Le tarif, c'est le tarif du 1er 2017. 1917, pardon. 1917. Oui. C'est bon. Et le cachet? Et le cachet, c'est Tanger chérifien. C'est un cachet Tanger chérifien, oui. Oui, c'est ça. C'est très joli. Même avec sur la vue du palmier qui n'existe plus. Oui, c'est... Ouais. C'est la mosquée d'Aïssaoua. Hein. Oui, c'est la vue qui est sur le timbre, hein, oui.
Ben, bonne soirée tous. Sur cette bonne parole, bonne soirée. Moi, je me suis régalé. Je n'ai pas perdu mon temps. Moi aussi. Vous aussi, certainement. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Alors, à propos de... Inch'Allah. Allez, bonne soirée. Hein. Merci Philippe, merci à tout le monde. Je vous embrasse tous. Merci. Salut. Allez, Au revoir. au revoir. Au revoir.